Communauté Zincoin, salam alaikum, bonsoir à vous. Bonsoir à vous tous pour ce nouveau rendez-vous d'information sur le Zin et d'autres sujets comme nous allons le voir. Pour les lunettes, c'est pour faire genre. Hein, voilà. C'est simple entre nous. Alors, la grande actualité de ce mois et des semaines qui viennent, c'est Wetio. Vous connaissiez notre enthousiasme. Moi qui ai décortiqué Wetio, qui ai vu effectivement ses contours, je peux vous dire qu'il y a d'énormes surprises au niveau de son potentiel que nous annoncerons en temps et en heure une fois déployé. Mais je peux vous dire que l'impact de Wetio sur le continent africain par rapport aux possibilités illimitées que cela va permettre, avec ni plus ni moins la capacité de trouver pour des projets divers sur le continent africain des financements qui ne sont pas possibles aujourd'hui. Je pense notamment au financement dans les structures liées aux startups, aux nouvelles technologies, mais pas seulement. Donc, à l'éco-responsabilité, à la formation, enfin, ça va partir dans tous les sens. Et tout ça va bien sûr renforcer énormément la valeur spéculative du Zincoin, actif coté, qui est aujourd'hui sur une fourchette autour entre 0,50 et 0,60 pour faire large. Et là, sans prendre trop de risques, je peux annoncer que d'ici un mois, le ZIN sera revenu allègrement autour de 0,90. 0,90 pour aller après chercher de nouveaux sommets. Ce qui se passe dans le cadre de la promotion d'usine au Japon, là aussi des nouvelles extraordinaires. Donc, je ne vais pas en parler maintenant. En Suisse, pareil. On avance sur toutes les zones géographiques sur lesquelles on travaille. C'est pas parce que nous on n'en parle pas qu'il se passe pas des choses. Il se passe beaucoup de choses, mais évidemment, nous les conservons pour nous, pour le moment venu, le fruit mûr, les annoncer très fièrement et toujours avec énormément de joie et partager avec notre communauté. Donc, Wetio, c'est extraordinaire. Nous voyons le bout du tunnel. Ceux qui nous posent la question concernant la fin du Club Wetio, automatiquement, le Club Wetio sera dissous une fois la mission remplie, dès lors que Wetio sera déployé. Déployé, ça veut dire sur le mind, sur le réel, dès lors que Wetio nous aura échappé, parce qu'une fois Wetio lancé, ça y est, c'est une blockchain décentralisée qui, encore une fois, appartient à tous ceux qui y travaillent et qui est partout à la fois. Donc, et en tout état de cause, propriété de personne ou de tous, si vous préférez. Donc, une fois cette étape atteinte, évidemment, Wetio aura vocation à se dissoudre, mais rassurez-vous, ceux qui notamment ont eu la frustration de rater le Club Wetio et tous ses avantages, on prépare d'autres choses derrière, énormes. Là aussi, on vous réserve la surprise, mais gardez contact, gardez l'écoute. Du très lourd arrive. Alors, j'avais promis de démarrer effectivement des sujets qui ont trait aux Zincoin, mais qui permettent d'avoir une vision élargie, plus large de finalement ce qui notre vision, clairement, que nous souhaitons partager avec la communauté, puisque le Zin est issu du fruit d'une réflexion qui a duré quelques années avant effectivement de se dire tiens, il y a un moyen possible au jour d'aujourd'hui d'émancipation grâce à la technologie, grâce à la blockchain, et c'est le fruit encore une fois d'une réflexion. Alors cette réflexion, elle partait autour d'une analyse d'un crash, c'est-à-dire d'un basculement profond qui va se produire là au courant de l'année 2020. Pour nous, c'est une question de mois, mais en fait, je parle d'un crash sur la zone euro-dollar, mais en regardant les choses de plus près, le crash, il est déjà là. Le crash, il est déjà présent. C'est-à-dire que tout ça vient à feu doux et que finalement, on n'a pas l'impression. Mais reprenez par exemple un pays comme la France, il y a ne serait-ce que 5 ans. Si à 5 ans, vous avez dit que des mouvements sociaux très durs vont se mobiliser pour leurs droits et subir les violences policières très, très rudes. On a vu des gens blessés qui ont perdu un œil. C'est des gens de tout âge qui finalement ne faisaient que manifester pacifiquement, des choses dont on n'aurait jamais pu imaginer en France. Si le président est obligé de dire que ce n'est pas une dictature, c'est que quelque part, c'en est une. Sinon, la question ne se poserait même pas. On voit bien la déliquescence à tous les niveaux, une société fracturée où les gens n'arrivent plus à communiquer entre eux, où la vie devient extrêmement difficile. 12 millions de pauvres, 12 millions de pauvres. Un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Pourquoi l'agriculteur se suicide-t-il? C'est parce que sa vie n'a plus de sens. Il est obligé de lui qui travaille la terre durement sans prendre de vacances parce que il le vit comme quelque chose qui est une vocation, se retrouve finalement à devoir utiliser des graines de multinationales imposées, donc avec les insecticides qui vont avec, et donc produire, passez-moi l'expression, de la merde, du poison, perdre tout sens à sa vie
Et à partir de là, ce vide, finalement, on amène certains au drame. Si cette civilisation qui laisse ses paysans se suicider, euh, on voit bien qu'à partir de là, c'est bien les symptômes du crash. Donc ce crash qui est déjà là et qui va s'accélérer. Donc le ZIN se place dans quelque chose qui est porteur d'espoir de fédérer des humains de tout horizon et de réfléchir à l'ouverture d'une troisième voie. Alors, ce qui m'amène effectivement à avoir une réflexion concernant la genèse du Zincoin. La genèse du Zincoin qui a démarré en fait en avril 2018, pour être très précis, le 17 avril 2018. Le smart contract a été développé sur la blockchain Ethereum et fièrement, j'annonçais sur les réseaux, après avoir écrit publiquement au moins depuis 5 ans ma vision du monde, de la partager, d'expliquer que voilà, nous avons ouvert une solution, le Zincoin, une monnaie, une crypto-monnaie dédiée à l'Afrique, avec comme valeur utilitaire le développement de sa blockchain. Alors, ceci a été présenté sur des réseaux privés. Les gens qui, à l'époque, me suivaient via Facebook, les quelques milliers qui me suivaient, étaient quasiment tous, à 95%, d'origine maghrébine. Donc, français d'origine maghrébine, par définition, vivant en France. Ou en Belgique, voilà. Et donc, finalement, la vente privée qui s'est étalée d'avril 2018 à novembre 2018, c'est tout naturellement le fait que ce soit un projet monté depuis le Maroc, depuis Marrakech, par une équipe composée à majorité de Maghrébins. Il était normal qu'il y ait une sensibilité directe vis-à-vis de cette population. Certains ont répondu présent immédiatement, ont été là, candidats en disant « ça m'intéresse, je veux investir ». Certains même ont investi alors qu'il n'y avait rien, il n'y avait même pas un site web. Ils investissaient comme si finalement ils voulaient soutenir un projet sans même avoir une once de perspective, d'espoir, de profit. C'était pas du tout dans ce cadre-là, mais c'était vraiment dans le but de soutenir un projet. Maintenant, très honnêtement, pour être très clair, ces gens qui ont réagi ainsi représentaient une infime minorité. L'écrasante majorité n'ont pas répondu présent, mais même pire. C'est-à-dire que le bad buzz qui colle aux ZIN depuis son début, au démarrage, il est parti de là. Il est parti de la vente privée et de Maghrébins de France qui sont montés au créneau pour clasher ce projet, pour sans même rencontrer l'équipe, sans même mener une enquête quelque peu sérieuse d'information, d'investigation, ont attaqué frontalement ce projet, ses membres, parlant d'escroquerie, promettant l'arrêt très rapide de ce projet, faisant tout pour le tuer dans l'œuf. On a vu une jalousie exacerbée se manifester, une méchanceté à l'état pur, mais avec une férocité qui, je peux vous le dire, tout ce qu'on a pu subir après, franchement, à côté, ça pèse rien de ce qu'on a subi, l'opprobre, y compris par des leaders d'opinion qui sont montés au créneau pour dire surtout n'achetez pas de Zincoin, c'est une arnaque. Alors ces gens-là, évidemment, on les entend plus aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, ces gens-là, alors qu'on était en vente privée, juraient sur la tête de qui vous voulez que le ZIN, il n'y aurait jamais d'ICO, que la vente privée consistait à prendre de l'argent et partir avec la caisse. Ils en étaient certains. Donc à partir du moment où ils annonçaient qu'il n'y a pas l'ICO, l'ICO a eu lieu. Et qu'après, une fois l'ICO démarré, il en restait certains parmi eux qui disaient l'ICO ne réussira jamais. À partir du moment où l'ICO a réussi au-delà de nos espérances, je vous rappelle que le Zincoin est une des seules ICO à avoir réussi en 2019. Là où toutes les ICO échouaient après les problématiques connues sur certains scams en 2017 et 2018. 2019, c'était l'hécatombe des ICO. Le ZIN est une des seules à avoir atteint son objectif. Donc, pleinement réussi, là, on les entend plus. Ces gens-là se sont écrasés. Ils ont disparu, bien sûr, évidemment, aucun mea culpa. Donc, la question était de savoir pourquoi cette haine, pourquoi, finalement, cette communauté maghrébine qui aurait dû se mobiliser en masse autour de ce projet émancipateur, s'y retrouver comme une forme de fierté, comme presque un devoir pour eux. Pourquoi se sont-ils tenus à l'écart, sauf quelques centaines, alors qu'on a vraiment fait un gros buzz sur les réseaux, quelques centaines pour des milliers qui, au contraire, de façon comme ça, hermétique, se sont détournés et ont tourné le dos au projet. Pourquoi? Donc, réflexion a été menée. Et c'est là où on soulève un point d'analyse extrêmement intéressant, de mon point de vue. C'est que moi, j'ai développé à partir de là une rhétorique, la rhétorique de l'esclave. Puisque de l'esclave et du champ de coton.
L'esclave, c'est quoi? L'esclave sur son champ de coton, dans le sud des États-Unis, Mississippi, c'était quoi? C'était les gens qui étaient dans les champs et travaillaient pour leur maître et avaient développé une mentalité d'esclave, un espèce de syndrome de Stockholm qui faisait que quand on allait voir les esclaves pour leur dire « mais tu sais que si tu rejoins les États du Nord, parce que les États du Nord avaient aboli l'esclavage, tu deviens un homme libre ». Du coup, vous n'avez pas fui. L'écrasante majorité ne fuyait pas en disant « mais vous vous rendez pas compte, fuir, mais pourquoi faire? Je vais devoir gagner ma vie, mon argent, alors que là, quand même, je travaille, mais j'ai un toit, je suis nourri. » C'était ça la réalité de la mentalité d'esclave. On ne peut pas imaginer un maître et quelques personnes tenir un domaine immense avec souvent quelques centaines d'esclaves si les mecs n'étaient pas dans leur tête complètement esclavagisés jusqu'au bout, c'est-à-dire soumis, vivre en larbin sans dignité et finalement considérer que c'est sa condition. Quand on prend cette communauté maghrébine de France, et au sens large d'ailleurs, pour élargir la communauté dite musulmane de France, qui est un leurre qui n'existe pas, on est dans cette situation-là. On est dans l'héritage d'une population qui provient de l'ancien empire colonial, avec tout le rapport que la colonisation impose dans le rapport colonisé-colon, donc un complexe d'infériorité, pour être très clair, qui perdure et qui va même rejoindre ce qu'on peut appeler la haine de soi. La haine de soi, c'est-à-dire oui, le fait de finalement avoir peu de considération pour sa personne, car comment expliquer au jour d'aujourd'hui, dans la situation française où il y a une présence maghrébine depuis 160 ans. Oui, les amis, les vagues migratoires maghrébines n'ont pas démarré dans les années 60, mais bien avant, plutôt en 1860. 1860, suite à la colonisation de l'Algérie en 1832, suite aux révoltes, notamment des Mokarani en 1860, une fois pacifiées, il y a eu des vagues migratoires, notamment kabyles, vers Paris dès 1860. D'ailleurs, pour preuve, c'est qu'en 1918, 60 ans après, il y a une très belle mosquée qui a été érigée au cœur de Paris au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Cette mosquée n'est pas une petite mosquée de quartier, c'est une mosquée imposante qui a été construite. Pourquoi? Parce qu'il y avait 30 000 musulmans dans Paris intramuros. Donc ça ne remonte pas à hier. Sauf que ces vagues migratoires donc de Maghrébins en France après 160 ans, plus de 160 ans de présence, quel résultat? Mais nul. Aucune présence dans les sphères de pouvoir, aucune présence, si, Ben Allah. Enfin, on voit bien, toujours pour servir de faire-valoir ou de bouc émissaire ou de fusible, mais jamais dans les hautes sphères de décision économique, ni politique, ni militaire. Jamais. Éternel stagiaire, larbin, permanent, dans un racisme systémique. Et attention, là, je mets un bémol. Je ne parle pas de racisme ordinaire. Vous savez, la personne lambda qui n'aime pas les Arabes, ou l'autre qui n'aime pas les Noirs, qui n'aime pas les Juifs, qui n'aime pas si. Le racisme ordinaire, il est universel. On le trouve partout, partout. C'est une des choses les mieux partagées par l'humain, là où il se trouve. Je ne parle pas de ce racisme ordinaire. Le racisme ordinaire, on lutte par l'éducation, puisque c'est souvent, évidemment, un manque de méconnaissance de l'autre et avec des préjugés, des clichés, voilà, qui entraînent des peurs et un rejet. Ça, j'allais dire, ouais, c'est pas le problème. Non, non. Moi, je vous parle d'un racisme systémique. Un racisme systémique, puisque en France, il y a, depuis la Révolution, une classe bourgeoise qui impose un racisme de classe. C'est-à-dire que quand vous êtes issu des classes populaires, vous devez rester à votre place de classe populaire. Il y a très peu de mobilité sociale. Et à ce racisme de classe se rajoute un racisme de race ethnique. C'est pas pour rien que en France, les statistiques ethniques sont totalement interdites. Parce que si les statistiques ethniques existaient, on verrait cette situation d'apartheid exposée au grand jour. Car comment expliquer qu'il y a 70% de la population carcérale quasiment qui est représentée par cette population, donc dite d'origine immigrée, mais immigrée permanente, même au bout de la 3e génération, c'est toujours d'origine immigrée, quand il s'agit des anciennes colonies, alors que le Maghreb n'est pas criminogène. Le Maghreb, on n'a pas de taux de délinquance au niveau mondial qui bat des records, de loin pas. On a des taux de délinquance qui sont faibles. Tous ceux qui ont l'habitude, qui ont pu avoir l'occasion de visiter ou vivre dans un des pays du Maghreb pourront le confirmer. Marrakech est une ville ultra sécurisée, comme beaucoup de villes du Maghreb. Donc, pourquoi en France, dans cette situation-là, il y a un taux de délinquance qui est celui qu'on connaît, qui a un taux de criminalité très élevé? C'est lié à des raisons sociologiques, liées à la structure fondamentale de la mise au banc de la société, donc de la banlieue. Et tout ça a développé une mentalité pourrie, qui est une mentalité effectivement, de gens qui
n'ont pas une grande élévation d'âme, n'ont pas un amour-propre très développé et qui ne sont pas capables de s'organiser en communauté. Parce que la communauté dite musulmane de France n'existe pas. Et pour preuve, c'est que je parlais de la mosquée de Paris de 1918. En l'occurrence, il n'y a pas de quatrième génération musulmane issue des vagues migratoires et même des convertis. Et là, c'est un problème plus profond. À chaque fois que je soulève ce point, je rends dingue les gens, enfin dingue, ou alors ils tournent la tête parce que personne ne peut m'amener un contre-argument puisqu'il est impossible et l'argument est imparable, qui consiste à dire que, l'islam est une vibration et une énergie particulière, tout comme la chrétienté d'ailleurs, ou tout comme le judaïsme ou le bouddhisme. Donc, cette vibration et cette énergie particulière qui se traduit, par exemple, dans les pays musulmans par l'appel à la prière 5 fois par jour, fait qu'il y a effectivement des terres ancestralement musulmanes et que l'islam de minorité n'existe pas et ne perdure pas. Et en tout cas, pas sur une terre de France qui est profondément une terre chrétienne, même si effectivement la chrétienté a été laminée, il n'en reste que dans la vibration et dans l'énergie. On est bien dans cet environnement-là et que l'islam ne prend pas, parce que c'est une histoire de fréquence, de vibration. Pour preuve, c'est qu'il n'y a pas de quatrième génération de musulmans, y compris chez les convertis. Il y a des familles françaises de conversion auprès de Français depuis au moins le 19e siècle, depuis effectivement la campagne de Napoléon en Égypte, avec ce contact avec l'islam et l'université d'Al-Azhar, où d'ailleurs une partie importante du code civil français s'inspire dans l'héritage, le contrat de mariage et autres. Donc il y avait effectivement, même dans l'élite française, les gens islamophiles et les conversions, qui n'étaient pas mal vues du tout. Donc, on pouvait très bien imaginer, tout à fait normalement, qu'on devrait avoir au jour d'aujourd'hui de grandes familles françaises converties depuis plusieurs générations. C'est logique. Comme on a des familles chrétiennes, comme on a des familles juives. Mais en l'occurrence, non, ça n'existe pas. Voilà. Tout simplement, ça n'existe pas. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'islam n'a pas vocation à s'implanter et à vivre dans un pays comme la France. Alors, l'argument, c'est oui, c'est partout la terre du bon Dieu. Bien sûr que c'est partout la terre du bon Dieu, sauf que les endroits, les lieux ont des énergies, des vibrations particulières. Et moi, je le constate. Je ne fais que constater que les personnes qui priaient dans la grande mosquée de Paris en 1918, on ne connaît aucun de leurs descendants. Ils se sont tous assimilés. La France est de culture assimilationniste, universaliste. Donc, à partir de là, les gens rentrent dans un moule. Dans ce moule-là, ça se fait à la deuxième, si ça se fait pas à la troisième, et si ça se fait pas à la troisième, c'est que à la quatrième, c'est certain. Ça n'existe plus, disparu, balayé. Donc, l'immigration, une génération, c'est 25 ans. Donc, 3 générations, c'est 75 ans. La vague migratoire importante de 1960, vous rajoutez 75 ans, ça n'existera plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là aussi, c'est sociologique. Donc, l'islam de France est un leurre qui a juste pour but de servir de moyen de diversion pour l'élite, pour effectivement servir de faire valoir et de bouc émissaire, et d'autant plus aujourd'hui, où il ne se passe pas une journée, je dis bien une journée, où il n'y a pas un article islamophobe qui attaque très durement les musulmans, l'islam, qui sont rendus alors responsables de tous les maux de la société française, à tous les niveaux, les déficits, l'endettement, tout ce qui ne va pas en France, c'est l'islam, les musulmans, qui posent un gros problème identitaire à la France. Tout ça est exacerbé volontairement par l'élite pour dresser le peuple contre cette minorité et ainsi faire diversion le jour où demain, vous ne pourrez pas retirer plus de 100 € par semaine auprès de votre banque, par exemple, parce que ce crash-là financier, bancaire, bâti sur l'endettement stratosphérique est imminent. Et on prépare l'opinion depuis maintenant quelques décennies à cela. On a vu sur des attentats sanglants qui posent tous de grosses questions, puisqu'il n'y a jamais de survivants, il n'y a jamais de procès public, il n'y a jamais d'enquête, on ne sait jamais ce qui se passe réellement. On pourrait passer de bonnes questions, mais ce n'est pas le sujet ici. Mais il y a vraiment matière à se poser beaucoup de questions sur ce qui a été mené et ce qu'on voit tous les jours, quotidiennement, à l'encontre des musulmans en France, qui me fait dire que, depuis des années, j'explique qu'il n'y a aucune raison tangible pour un humain qui souhaite préserver sa dignité, pour un musulman, quelle que soit son origine, y compris converti, de rester vivre en France. La terre est vaste, il y a des pays où on peut s'exiler, il y a 52 États musulmans où un musulman trouve tout à fait son épanouissement. Voilà. Ça, c'est mon discours. C'est un discours qui n'est pas un discours de rejet, bien au contraire, qui est un discours factuel qui part d'un constat. Le constat,
c'est que les musulmans, notamment d'origine maghrébine ou africaine en France, vivent en situation d'esclave sur un champ de coton. Sur un champ de coton, sauf que les chaînes ne sont plus les chaînes aux pieds, mais les chaînes mentales. Voilà, il n'y a pas d'explication rationnelle et logique à se maintenir dans un pays qui se sert de vous comme bouc émissaire, comme de faire-valoir. Vous êtes tout le temps en permanence sous les feux de l'actualité, comme le vilain petit canard. À un moment donné, élever des enfants dans ces conditions-là, c'est complètement stupide, c'est idiot, c'est pas rationnel. C'est bien qu'il y a un problème, surtout quand on voit le potentiel de pays comme le Maghreb, où de nombreux Européens s'installent, n'ont aucun problème d'intégration, vivent une vie épanouie, dans une ambiance extraordinaire. Donc, il faut vraiment être stupide, idiot, enfermé, avoir un horizon fermé pour continuer à se maintenir. Toutes les luttes qui sont menées là-bas, toutes, sans exception, mènent à rien. Du vide sur du vide. Voilà. Donc, c'était mon discours. Et à partir de là, j'ai eu des attaques frontales de gens à qui je projetais un miroir de leur propre réalité et beaucoup ne l'ont pas supporté. Donc, j'ai été transformé en escroc, en voleur, en profiteur et tous les événements ont prouvé le contraire, évidemment. Voilà. Donc, je tenais à expliquer ça parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses sur certaines personnes qui peuvent se poser la question de pourquoi, parmi les cafards, les Maghrébins sont surreprésentés. Puisqu'entre-temps, il y a eu d'autres vagues de cafards qui ont venu nous attaquer. On a eu droit aux sionistes, ça c'est l'effet Dieudo. Le lien qui nous liait à Dieudo était l'Afrique. Il avait une légitimité par rapport à son engagement au Cameroun notamment. Mais il a un problème avec les sionistes, un problème très dur. Parce que lui, il a servi d'épouvantail au CRIF. Le CRIF, pour le coup, qui a vocation à maintenir l'antisémitisme. Le boulot du CRIF, c'est de faire en sorte que de rappeler aux Juifs de France, de leur mener un chantage, une pression, de leur dire l'antisémitisme. Et là, il est toujours présent pour les obliger à être solidaires d'Israël, quelle que soit la politique inique et injuste menée par le gouvernement israélien. C'est ça le rôle du CRIF. Vous voyez, au Maroc, les Juifs et les musulmans vivent de manière pacifique. Il y a une belle synagogue à Marrakech. Les Juifs vivent leur judaïsme profondément en tant que Marocains, aimant leur pays, sans aucun problème de cohabitation avec les musulmans. Donc, on voit bien que ce qui est mené en France, c'est une politique fractionnaire avec des intérêts politiques. Dieudo a servi d'épouvantail pour effectivement... et alors, il a servi, mais on l'a frappé dur. Le type, ce qu'on lui a fait subir, c'est énorme. Évidemment, à un moment donné, il a développé des discours qui pourraient choquer des personnes, ce qui est un peu normal. Et cet antagonisme-là a fait que ça focalise les éléments sionistes qui ont fait le lien entre Dieudo et le Zinkoï. Donc, on s'est pris les sionistes après s'être pris les Maghrébins et on se prend les racistes. Évidemment, les racistes suprémacistes blancs qui considèrent que des Maghrébins n'ont rien à foutre dans la crypto, mais quoi encore, un délire de Marrakech, mais c'est quoi la bonne blague, et qui par dénigrement, volonté idéologique, nous attaquent. Ouais, ça fait beaucoup de monde. Et à côté de ça, il y a des gens, et ça, c'était l'heureuse surprise, des gens de Français de souche, aimant leur terroir, aimant leur nation, qui se sont dit, tiens, il y a possibilité là d'ouverture d'une voie, de créer des liens avec des gens avec qui, finalement, on avait vocation à ne jamais se parler, pour se dire, hey, quand on réfléchit, on a un peu les mêmes ennemis, non? Les mêmes ennemis, c'est la finance, le capital, qui esclavagise des gens partout, qui spolie les richesses en Afrique, et avec les conséquences que ça en France. D'ailleurs, un petit laïus par rapport à cela, je ne décharge pas du tout la responsabilité du peuple français autochtone de souche concernant la situation de la France aujourd'hui. Bien au contraire. Je tiens à signaler, les amis, que toutes les vagues migratoires subies par la France sont les résultats de l'histoire. Nous n'avons jamais eu de vagues libyennes ou égyptiennes ou kenyanes en France. Toutes les vagues migratoires, tous les grands mouvements migratoires sont directement liés aux pays colonisés. Colonisation veut dire déstructuration de la société originelle, perte de repères historiques, puisqu'on détruit le tissu, ce qui fonde le tissu social. Le but de la colonisation, c'est de déstructurer, de détruire une nation pour s'accaparer ses richesses. Donc, ça provoque un appauvrissement. Une des conséquences, c'est une paupérisation générale qui provoque des mouvements migratoires et un rapport colon-colonisé de maître à esclave. C'est très bien décrit par un psychiatre comme Frantz Fanon, que je vous invite à lire, Les Damnés de la Terre. C'est un ouvrage fondamental qui veut comprendre les rapports post-coloniaux. Donc, ces mouvements migratoires sont liés à l'histoire. C'est parce que l'élite, votre élite, est allée piller, occuper, voler des nations que ça a provoqué ces mouvements-là. Et si on a des Afghans en France aujourd'hui,
C'est parce que l'élite a décidé un jour, dans un délire, de vous vendre le relookage des Afghans. En fait, c'est une histoire de gazoduc et d'intérêt stratégique, voilà, d'aller envoyer ses troupes en Afghanistan. Donc, ce que je veux dire par là, la responsabilité du peuple français, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de se faire défoncer par son élite. À un moment donné, s'il n'y avait pas eu quelques dizaines de milliers de gilets jaunes, mais quelques millions, la situation serait différente. C'est bien parce que les gens sont enfermés dans un individualisme propre, ne voyant que leur situation et leurs petits intérêts, qui subissent les conséquences d'une politique, d'une minorité qui, encore au jour d'aujourd'hui, envoie sa soldatesque piller le Sahel, occuper le Sahel, sous prétexte de lutte antiterroriste. Donc tout le monde sait qu'en vérité, c'est pour piller l'or et l'uranium, notamment du Niger, qui alimente les centrales nucléaires françaises, qui vous permettent d'allumer votre électricité. Vous le payez très cher. Vous le payez par des vagues migratoires qui comment dire, arrangent l'élite pour faire une pression sur le marché du travail et les salaires pour toujours gagner plus d'argent. Donc, à un moment donné, vous êtes responsable. Vous ne pouvez pas vous comme ça, vous décharger en disant, ouais, mais moi, je subis ici, c'est pas normal. Et surtout, ne vous trompez pas de cible. La cible, c'est pas les musulmans, c'est pas les migrants, c'est pas ces vagues migratoires réguliers. La cible, c'est l'élite qui, depuis, effectivement, maintenant, quelques siècles, ont spolié finalement tout ce qui faisait votre identité. Voilà, donc c'est en cela que le ZinCon est un forum de rencontres et de discussions de gens d'horizons divers, mais qui se rendent compte en échangeant que finalement, on avait beaucoup de choses en commun, énormément de choses en commun, et l'histoire coloniale fait déjà qu'on a une langue. On partage la langue de Molière, qui fait qu'il n'y a pas de barrage de langue entre nous, c'est énorme, et qu'on peut tous ensemble construire des choses en commun sans se renier, chacun dans son identité, dans ce qui le compose, et sans reniement, sans compromission, en se respectant mutuellement et en allant construire une troisième voie avec des solutions qui visent à l'émancipation de l'Afrique et donc à maintenir les populations chez elles, leur donnant la possibilité de finalement prendre leur indépendance économique et ainsi couper ce cordon malsain qui a des conséquences néfastes, aussi bien pour les Africains que pour les Français et les Européens. Voilà. Donc, j'expliquais à travers la jeunesse du ZinCon, à travers cette vente privée, d'où vient la sémantique esclave, champ de coton. Il n'y a aucune insulte. C'est le résultat d'analyses factuelles. Et au jour d'aujourd'hui, je n'ai trouvé personne capable de me prouver le contraire, de mener une contre-analyse par rapport à tout ce que je viens ici de vous résumer et de vous développer. Donc voilà pourquoi le Zine porte quelque chose de très fort en lui, parce qu'il touche au cœur de l'histoire et de la possibilité de trouver tous ensemble des solutions. Alors, avant de finir, juste un rappel par rapport à des éléments nous concernant notre projet commun. Le Zine, bien sûr, sur Bbox, directement, ouvrir un compte, acheter ou racheter du Zine. Pour ceux qui veulent pas aller sur la plateforme, directement via l'équipe, à l'adresse qui s'affiche Achazine, notez bien l'adresse, sans faute, sans faire de faute, achazine@gmail.com. Vous envoyez un mail disant combien vous souhaitez investir et vous pouvez passer directement par l'équipe. J'ai un message à passer aussi aux gens du Club Wetio que j'avais oublié précédemment. Vous avez un moyen de paiement très clair. Apprenez à l'utiliser, c'est d'acheter de l'Ether sur Etherscan notamment, avec votre carte bancaire et de payer en Ether. Voilà. Autre chose, W7, extraordinaire. La force W7, c'est plus de 50 personnes aujourd'hui mobilisées. Continuez à envoyer un mail pour ceux qui veulent s'investir, investir du temps et de l'énergie au service de la défense de notre projet. L'adresse mail s'affiche. Envoyez un mail d'inscription. On est plus de 50 aujourd'hui. Ils font du travail excellent. Continuez à le faire. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer un de ceux un des leaders de W7 qui s'implique quotidiennement. C'est bien sûr Ismaël à Saint-Louis du Sénégal. Ismaël, qui était là dès le premier jour, d'ailleurs, qui est membre du board, comme représentant en Afrique de l'Ouest. Donc, Ismaël et la famille Grandet, évidemment un grand salem de Marrakech, de ma part et de toute l'équipe. Voilà, communauté ZinCon, cette vidéo qui, comme promis, élargissait les champs et on le fera de plus en plus souvent au cours de nos prochaines rencontres. Je vous souhaite une bonne soirée, que la paix soit sur vous tous. Assalamu alaikum. Garde contact.